Payant. Yasmine Abdel-Fadel. Bonjour Yasmine. Bonjour Mario. C'est quelque chose qui n'était pas annoncé, qui n'est pas si habituel non plus. Mark Carney, dans une assez longue vidéo, c'est pas un petit message, une dizaine de minutes, même un peu plus, je pense, s'adresse aux Canadiens sur la situation Canada-États-Unis. Puis on nous dit que c'est l'épisode 1 d'une série de vidéos qu'il va faire au courant des prochaines semaines, des prochains mois. Il va s'adresser directement aux Canadiens sur Parce qu'il veut nous un peu garder l'état. informés. Parce qu'il veut nous garder informés. Bon. J'ai écouté le vidéo hier. Bon, les propos, j'avais l'impression d'écouter le discours de Davos version maison, là, marque maison, là. Tu sais, c'est comme si on avait adapté le discours de Davos ici au Canada. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, pour nos négociations avec les États-Unis? Et ce que ça dit, ce qui ressort le plus de cette vidéo, c'est le passage où il dit que notre proximité et finalement notre fraternité avec les États-Unis, si elle avait fait notre force pendant longtemps, est devenue aujourd'hui notre faiblesse, en expliquant ça par le fait que c'est devenu notre principal allié économique, notre principal allié évidemment militaire, et que ça fait en sorte qu'on est devenu trop dépendant des États-Unis, en fait largement trop dépendant, et qu'aujourd'hui, il s'agit pas juste de remettre en question cette fraternité ou cette proximité avec les États-Unis, il s'agit de profiter de l'heure grave pour diversifier notre économie, nos partenariats, nos alliances. C'est comme un long vidéo de diagnostic. On n'était pas beaucoup dans quel est le traitement choc là, de manière concrète, à part évidemment investir ici, investir dans nos forces armées canadiennes, investir dans notre économie, les diversifier. Nos partenaires, on connaît. C'est ça, la c'est chanson. que l'électeur pourrait se dire, ouais, mais c'est pour ça qu'on t'a élu. C'est pour ça qu'on t'a élu. C'est exactement le discours qu'il portait pendant la campagne. Tu nous refais le constat un an plus tard, mais il y a un an, on a voté pour toi, justement pour s'occuper de ça. Et pas pour faire le diagnostic. Le diagnostic, il l'avait fait pendant la campagne électorale. Il l'avait dit pendant la campagne électorale. Donc oui, vidéo est intéressant. Il dit il présente ça comme sa ligne de conduite. La ligne de conduite est un concept qu'il avait développé pendant la crise économique alors qu'il était gouverneur de la Banque du Canada et ensuite la Banque d'Angleterre pour donner l'heure juste aux Canadiens, pour donner les principes et finalement les mesures qui vont aider les Canadiens à passer à travers. Donc là, ce serait la ligne de conduite 2.0. C'est bien de s'adresser directement aux Canadiens de cette manière-là, mais encore, parce que si le premier vidéo, on est dans le diagnostic, le deuxième va devoir rapidement venir, là, puis il ouvre la porte à dire qu'est-ce qui se passe directement dans les négociations. Qui négocie quoi à propos de quoi? Puis il y a plusieurs évidemment provinces qui sont inquiètes. Ici au Québec, on se demande on fait quoi avec la gestion de l'offre, on fait quoi avec le bois d'œuvre, on fait quoi avec l'aluminium? Est-ce que lequel sera sacrifié? Parce qu'on sait qu'il va y avoir des sacrifices sur la table de négociation. Personne ne veut les assumer. Et s'il ouvre la porte à devoir donner de manière transparente les étapes, les jalons qui sont atteints en matière de négociation, ben il va devoir parler de ça de manière on ne peut plus claire. Donc je ne sais pas si cet exercice-là, je suis encore dubitative et sceptique quant à l'efficacité de cet exercice-là. Pourrait peut-être, on sait jamais si l'idée lui traverse la tête, on dirait que non. Mais donner des entrevues un peu partout au pays, notamment ici au Québec, pourrait peut-être être intéressant. Peut-être que cette vidéo, c'est la manière de pouvoir s'adresser aux Canadiens sans devoir faire face aux journalistes qui posent des questions. Formation du Conseil des ministres, ça va être annoncé demain à l'Assemblée nationale à 14h. Est-ce que je comprends que c'est aujourd'hui que les appelés potentiels de la CAQ vont vivre proche de leur cellulaire? Là, on ne laissera pas le cellulaire loin de soi? Je te dirais que le cellulaire là vont être chargés et rechargés aujourd'hui pour s'assurer que tout, qu'il y en a pas un qui va avoir son téléphone qui va être mort aujourd'hui. Là, tout le monde atteint la fête. Que j'ai plus de batterie. Non, c'est ça. Tout le monde va avoir de la batterie aujourd'hui. C'est aujourd'hui que les appels se feront pour le Conseil des ministres de demain, qui va être formé à 14h. Est-ce qu'on sait comment elle procède? Est-ce qu'elle rencontre les gens dans un hôtel, à son bureau, à Québec, à Montréal? Moi, j'ai pas vu encore l'info. J'ai pas encore vu l'info. J'ai entendu dire que ça pourrait être à Montréal, mais c'est pas nécessairement sûr que les rencontres se feraient à Montréal. Là, je vais aller à la chasse à l'information aujourd'hui là-dessus. Mais Rémi Nadeau, notre collègue du Journal de Montréal, a sorti en fin de semaine que il y aurait beaucoup de changements dans la continuité, hein, Mario? Beaucoup de continuité.
beaucoup de continuité. Donc, on dit, d'après Rémi Nadeau, Simon Jolin Barrette resterait à la justice, Sonia Lebel resterait à l'éducation, Sonia Bélanger resterait à la santé, France-Hélène Duranceau resterait au Trésor, Éric Girard, on le savait, resterait aux finances. La nouveauté dans ce qu'a sorti Rémi Nadeau, ça serait que Bernard Drinville serait le ministre de l'économie et de l'énergie et qu'il pourrait y avoir des personnes qui seraient, on leur enlèverait leur ministère, là, qui seraient en ballottage, appelons ça comme ça, Geneviève Guilbeault, Jonathan Julien, Caroline Proulx et Isabelle Charret. Faut dire qu'ils ils ont tous dit qu'ils allaient pas se représenter, là, et ça pourrait libérer de la place. Mais je ne sais pas comment Christine Fréchette va réussir à insuffler un vent nouveau, un vent de renouveau en gardant les mêmes personnes aux mêmes places. Là, tu peux les garder au Conseil des ministres, mais aux mêmes places. Il y a une seule réponse, Yasmine, c'est dire qu'elle fait le calcul que le changement, c'est elle. Fait que le changement, ça devient elle versus François Legault, là, et non pas le Conseil des ministres. Mais... c'est se mettre beaucoup sur les épaules en matière de changement. Ou encore que dans les mandats qu'elle donne aux ministres, c'est si gros, si différent que ça nous renverse. Mais à première vue, je suis assez d'accord avec toi. Puis si tu te souviens, c'est ce que je craignais de la minute qui est sortie de ses lèvres l'idée qu'Éric Girard allait s'occuper de pouvoir d'achat, donc rester aux finances. À cette minute-là, moi, j'ai commencé à dire, est-ce qu'il va y avoir assez de changements? Est-ce qu'il va y avoir assez de changements? Parce que c'est peut-être le premier endroit où elle aurait pu faire du changement. Aux finances, le ministre a 15 milliards de déficit, tu comprends? C'est un poste clé, ministre pas si populaire que ça dans le grand public. Là, c'est pas comme pas grand monde qui est attaché à lui, là, qui aurait pleuré advenant un remaniement. En tout cas. Mais si on parle de Bernard Drinville 2 secondes, je sais que lui a toujours voulu avoir l'énergie et l'économie. Là, c'était sa volonté personnelle. Il l'avait déjà exprimé à François Legault lors du remaniement de septembre. Je sais pas à quel message ça envoie, honnêtement. C'est pas que Bernard Drinville est dénué de compétences, loin de là. C'est un homme rigoureux, intelligent. Mais elle s'est présentée dans cette course au leadership-là en disant « C'est elle la candidate économique. C'est pas Bernard Drinville. » Quand tu te mets en contraste à quelqu'un en disant « Lui, c'est pas le candidat économique, c'est moi qui le suis. » pour ensuite le mettre à l'économie, quel message ça envoie? Je l'aurais vu, moi, Bernard Drinville, au Trésor, par exemple, lui qui nous a parlé d'efficacité de l'État, d'État lasagne. Ou un super ministre animé par ça. Ou pour calmer les nationalistes, tu lui donnes le super ministère de tout ce qui est identité, là, ce que Jean-François Roberge avait. Enfin. Parce qu'il incarnait ça. C'était son positionnement. Hâte de voir ça demain 14h. À date, ce que je vois m'étonne un peu. Yasmine, merci. Bon. À toi aussi. Bye-bye. Alors, Alexandre, le point sur les inondations. Oui, on a commencé, bien sûr, à suivre ça dans les derniers jours. Il y a eu des précipitations dans les dernières heures. Voici le bilan là, ce matin. 8 inondations moyennes selon la sécurité publique, 28 inondations mineures et 19 cours d'eau qui sont sous surveillance présentement. En Outaouais, il y a 70 résidents de Mansfield et Pontefract qui ont reçu la recommandation d'évacuer. L'état d'urgence a été décrété à Fort-Coulonge aussi pour protéger la population. Et selon les autorités, la situation continue de se détériorer. Le niveau de l'eau est toujours à la hausse aussi. Oui, parce que j'ai entendu la mairesse de Gatineau en fin de semaine qui voit le niveau de la rivière des Outaouais monter. Elle n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'espoir. Elle a l'air à prendre pour acquis qu'il va y avoir des inondations. C'est une question de jour. Là. Gatineau qui a goûté dans les dernières années, on s'en souvient. Mais on a l'air à se préparer que ça va être encore ça. Là. Québec, le gouvernement du Québec qui pourrait ne pas rembourser le Wegovy, en tout cas à court terme, ce ne sera pas le cas. Le Wegovy, ce médicament pour la perte de poids. Un nouveau Ozempic. Voilà, sa molécule est la même que celle du Ozempic, tu as raison, qui est utilisée pour le diabète. Maintenant, ce qu'on apprend dans le journal, c'est que si certains experts évoquent des symptômes incertains et une forte pression sur les urgences, il y a des médecins qui déplorent la décision et qui estiment que ce médicament-là peut aider à amorcer effectivement une perte de poids. C'est un traitement qui coûte à peu près 500 $ par mois, qui ne sera pas couvert par le régime public et dans sa stratégie de lutte contre l'obésité, Québec qui privilégie plutôt l'adoption de saines habitudes de vie, d'alimentation et d'activité physique. C'est qu'il y en a tellement et tellement de popularité qu'on le veuille ou non, on se demande est-ce que le critère budgétaire entre en ligne de compte. Là? Parce que si on parle d'inondation, là, c'est le problème d'un barrage.
si on lève ce barrage-là, de dire, OK, on se met à payer, on se met à rembourser tout ça, là, Ozempic, Wegovy, nomme-les toutes, là. Le coût de l'assurance médicaments, allô? C'est pas comme tu autorises un nouveau médicament pour le cancer, mais il y en a 300 cas par année. Même si le médicament est cher, mais c'est des petits nombres, là, en bout de ligne, là, des cas très précis qui ont tel type de cancer. Mais là, la perte de poids, tâche ta tuque, là, si tu t'ouvres à ça, c'est pour ça, est-ce qu'on vraiment s'est regardé strictement du point de vue médical ou est-ce qu'on est juste terrorisé parce que ça coûterait? Tuerie épouvantable en Louisiane. Oui, c'est une tragédie qui secoue la Louisiane. En début de journée hier, c'est un homme qui a tué 8 enfants, dont un qui avait à peine 3 ans. La police a révélé que 7 des victimes sont ses propres enfants. L'autre, c'est un cousin. Le tireur a blessé aussi grièvement 2 femmes, dont sa conjointe. Et selon les enquêteurs, la fusillade, c'est le résultat d'une dispute familiale qui a complètement dégénéré. Et après avoir tiré sur les victimes dans 3 endroits différents, l'individu s'est enfui en voiture et il a été abattu finalement pendant la confrontation avec les policiers. C'est la fusillade la plus meurtrière en 2 ans aux États-Unis et déjà la 114e cette année. Nouvelle série sur TV5. Ça s'appelle les Vivalistes. Puis là, c'est pas les survivalistes. Ils sont juste vivalistes. Ils sont juste vivalistes. Fait qu'eux autres, ils vivent... C'est quoi des vivalistes? Ben, des vivalistes, ça vit dans la nature, des communautés qui sont très, très éloignées un peu partout à travers le monde. Puis eux autres ont appris à vivre avec la nature. Donc, pas contre la nature, pas se préparer contre des catastrophes, juste c'est leur vie. Pour X raisons, on sait pas trop. Est-ce que c'est la pauvreté, le fait qu'à un moment donné, tu nais à une place, puis il y a une communauté qui se crée. Donc, c'est une série qui va à la recherche. C'est pas pour nous convaincre, c'est pas pour condamner, c'est juste pour nous faire découvrir la façon dont ils ont créé leur débrouillardise. C'est franchement captivant. Les Vivalistes, c'est une série documentaire qui s'intéresse à des peuples qui vivent en communion avec la nature. Wow. J'essaie d'approfondir mes connaissances en visitant ces communautés-là partout à travers le monde. Ils appellent ça le téléphone de la forêt. Les images sont magnifiques. L'animateur, c'est Lucas Bess-Dicker, qui lui-même vit dans une communauté qui s'appelle Terre Sauvage dans les Laurentides. Donc lui, quand il était jeune, lui-même a quitté le plateau Mont-Royal pour aller vivre dans la nature. Mais c'est pas de lui dont il s'agit. Lui est vraiment parti. Premier épisode, je l'ai regardé. Il est en Indonésie, dans une communauté qui s'appelle Bajo. Puis eux autres, ils vivent sur des pilotis. C'est un petit village qui vit sur le bord de l'eau. Puis eux autres doivent s'adapter à l'eau. Donc les meilleurs plongeurs peuvent faire de l'apnée pendant 6-7 minutes. Puis leur corps s'est adapté avec le temps. Leur rate est plus grosse que la moyenne pour être capable de faire de l'apnée si longtemps. C'est vraiment impressionnant. Puis à un moment donné, dans leur filet à pêche, il y a une espèce de serpent. Puis là, ils nous disent « Ah, ça, c'est un des serpents les plus venimeux de la planète, mais mort très rarement. » Puis en même temps, ils taponnent ça, eux autres, ils pèsent sa tête, ça crache du venin, il n'y a pas de problème. Il y a quelque chose de désarçonnant parce que je me dis, moi, si j'étais là, je t'offrais pas 2 minutes. Là. Puis hier, même ce matin, je m'en venais puis je me disais, finalement, c'est pas super que ça, un nid de poule. On dirait qu'il y a quelque chose de fascinant là-dedans. Samburu, au Kenya aussi, ils sont très, très loin des sources d'eau. Ils vivent loin puis sont capables de se trouver une façon de vivre là-dedans. Puis, par exemple, quand ils trouvent une source d'eau, souvent, les animaux vont aller chercher de l'eau. Les éléphants, entre autres, ils disent, tu sais, nous autres, quand on fait des safaris, on trouve ça le fun. Mais tu sais, comment dire, c'est pas la même vie. On vivait de même aussi. Oui. Parce qu'à un moment donné, c'est une économie, c'est une vie de survie puis une économie de survie. Là. Une économie d'énergie tout le temps. Mais là, nous, il y a plein d'affaires que... Ça veut dire obtenir de l'eau, t'ouvres le robinet, mais en échange de ça, il faut que tu travailles pour avoir une paye, payer des taxes municipales parce que des gens ont mis en place un aqueduc. Mais remonte à 100 ans au Québec, 200 ans passés, on vivait toute la vie, mettons, sur une ferme, c'était la survie. Tu élevais 3 poules, 4 cochons, c'était pour les manger eux-mêmes, puis en vendre un pour qu'elle les paye pour aller acheter de la farine. Tout était organisé autour d'une survie. Là. C'est ça. Mais c'est juste que ça nous fait voir d'autres communautés, d'autres façons de vivre. C'est vraiment c'est fascinant. Moi, je trouve ça fascinant parce que je me rends compte que j'ai pas aucune dextérité. Bref, je me rends compte de mon ignorance. Ouais. Mais là, tu t'en as pas besoin. Ben, c'est ça. Je me rends compte que même faire un bas de pantalon, c'est compliqué. Là. Mais moi, je sais pas tricoter puis je suis pas tout nu. Là, non, mais, dans le sens que, tu sais, des compétences que t'as pas, puis c'est... Oui... Mais c'est si grave. Mais non, c'est pas grave. Mais c'était mon constat devant l'émission hier. Je me sentais bien. C'est sur TV5 disponible sur le web, puis ce sera disponible à la télé.